Je m'appelle Isabelle, donc Fougera, vous allez me dire heureusement chez mon nom. Donc j'arrive de Saint-Jean-de-Boiseau, la banlieue de Nantes, c'est figé entre la Bernard-et-Henri, une heure de Saint-Nazaire. Pour vous, ça semble bien loin, hein. Peut-être le bout du monde pour vous. Je suis à 1h30 d'une ville que j'adore et j'envisage d'y retourner, c'est La Rochelle. Ça me tient à cœur. C'est chez moi là-bas. Non, c'est pas chez moi. Voilà. Donc, en 2 mots, je vais vous parler rapidement de moi, parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc, je suis issue d'une famille, du côté de mon père, d'agriculteurs, mais avant tout, magnétiseur et médium. On a tous un fluide en nous. Après, soit on l'exploite dans cette vie-là ou c'est dans une prochaine. Donc, un papa qui était routier, qui est toujours en vie, hein, Michel, avec une arrière-grand-mère, Marie-Louise, qui, elle, avait sa ferme, et qui, lorsque vous aviez des bobos de l'âme, hein, elle passait par là, ou lorsque vous avez des brûlures, maladie de peau, quand vous aviez des bêtes qui partaient pour un oui, pour un non, sans raison, elle passait par là pour équilibrer toutes les énergies. Pourquoi je vous dis ça? Je vois des yeux là qui sont étonnés. Il faut savoir que quand vous êtes positif, vous avez quelqu'un, donc vous pensez vraiment du positif, lui il va être heureux derrière. Mais si au contraire vous êtes dans la négation, la colère par rapport à quelqu'un, vous lui enlevez ce qu'on appelle du négatif. Et la négative peut même se propager sur les animaux. Et donc le travail de ma grand-mère, c'est que ma grand-mère à l'époque, mon arrière-grand-mère à l'époque, il y avait une ferme près de sa fille qui était elle-même agricultrice, où toutes les vaches couraient les unes après les autres sans raison. Et donc ma grand-mère est passée par là, nettoyer les lieux, nettoyer les animaux et les gens. Et tout s'est arrêté. Hein, bien sûr, il n'y avait plus de vaches qui partaient. D'où ce qu'on m'a dit, un président de l'association, Isabelle, vous êtes moitié issue d'une famille de sorcières. J'ai dit, bah non, il manque pas, il manque le balai. Voilà ce que j'ai dit. Hein. Donc ma grand-mère, c'était ce qu'elle faisait. Bien sûr, vous savez qu'à cette époque-là, ça faisait plus ou moins hein, qu'une arrière-grand-mère puisse être dans ces fonctions-là. Après, Marie-Louise a eu 8 enfants, dont Madeleine, qui est là, hein, la mère de mon père. Madeleine, ici. Et Madeleine, elle a perdu 2 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale de diarrhée verte. Et c'est surprise, en tant qu'agricultrice, là encore, à leur parler. On ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait, ma grand-mère. Et après, ma grand-mère a perdu un autre enfant. Alors lui, il plaît beaucoup aux dames. Hein, c'est Gilbert. Ah tiens, hein, à chaque fois. Hein, voilà. Et lui, Gilbert, il est parti d'un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Hein. C'est un monsieur qui a fait toute mon éducation spirituelle depuis l'autre côté, à tel point qu'un monsieur qui s'appelle Rénal Roussel a dit que c'était mon papa, alors que ça ne l'est pas de façon terrestre. De l'autre côté, ça a été un papa, ça c'est clair. Et donc, ma grand-mère, Madeleine, a parlé à Gilbert depuis qu'il est parti. Souvent, elle me disait, tu sais, il est là. Je sais qu'il est là, il va rentrer. Je sais qu'il est là, mamie, je sais que tu as raison. Après, le frère de ma grand-mère, Marcel, lui, il allait dans les fermes chercher les bidons de lait qu'il livrait à la laiterie. Mais il ne faisait pas que ça. C'est-à-dire que si vous aviez une brûlure, si vous aviez une verrue de plantaire, une verrue sur le bout du doigt, ou n'importe quelle sorte de bobo qu'il pouvait soigner comme ça, il prenait une mèche de cheveux dans une enveloppe dans le tiroir. Il ne vous prenait rien. Alors des fois, il se retrouvait avec des légumes ou des manches tout tard, tout je ne sais quoi, et ça marchait. Alors ça, c'est pour le côté auvergnat. Alors il y a pire, vous allez voir, quand je dis comment je suis, j'ai une cuisse auvergnate, une cuisse sicilienne. Ce qui fait que mon premier mari, n'est-ce pas, a dit le sacré caractère qui est par là. Bon, voilà. Alors du côté de ma mère maintenant, il y a une grand-mère qui est arrivée en France pendant la Première Guerre mondiale, assez jeune, qui elle, Angèle, s'appelle Angèle, je dis s'appelle parce qu'elle est toujours de l'autre côté. Et donc cette grand-mère, elle avait aussi des facultés médiumniques, mais elle les utilisait quand ça lui plaisait. Hein? Après, maman a aussi quelque chose qu'elle n'a jamais voulu exploiter, et aujourd'hui c'est une dame qui a énormément de soucis de santé, qui est même à 72 ans avec un déambulateur, mais qui a su me dire des choses essentielles quand même. C'est quand ça compte, elle veut. Mon papa a vu aussi des choses petites, qu'il a totalement refoulé, bloqué. Et depuis quelque temps, depuis que ma grand-mère est décédée, donc Madeleine est partie en 2012, ça revient. Parce qu'elle brasse tout ça. Si vous saviez le phénomène que c'était quand j'étais petite, sans pas c'est horrible. Alors pour ma part, à 4 ans, première EMI, ou expérience de mort imminente, puisque j'ai ouvert la vitre arrière de la voiture de mes parents. Je suis passée à travers, donc MacGyver, dans le fossé, et là, coma. Et d'un coma, Isabelle, quand elle s'est réveillée, elle a dit Gilbert.
Gilbert, 2 mois auparavant, est décédé d'un accident de voiture. Et là, mes parents ont dit, ça y est, ça promet, on va être emmerdés. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein, voilà. Ils ont compris qu'il se passait un truc qui n'était pas logique. Parce que vous savez, quand une... Alors moi, cette Émilie-là, on n'en parlait pas, je ne me rappelle pas. Franchement, je ne me rappelle pas. Après, j'ai grandi comme tout le monde, j'ai fait ma vie. Hein, à mes 15 ans, je suis allée avec les copines en discothèque. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Hein, et je me suis sentie toujours à parler toute seule. Mais ce que j'avais observé, c'est que mon père parlait tout seul aussi. Je dis, attends, maman, papa, il a un problème, il parle tout seul. Elle me dit, bah non, écoutez ces conversations. Alors j'allais écouter, en effet, il parlait avec son frère, en fait. Mais vous voyez, ok, mais non, c'est rien, t'inquiète pas, je vais bien. Voilà, avec son frère, voilà. Et donc, ensuite, à 18 ans, ben, j'ai connu le père de mes enfants, Daniel. Hein, et donc, ma grand-mère, bien sûr, ce qu'elle a voulu faire avant le mariage, c'était le test de l'alliance, c'est ce qu'elle est sortie. Donc, elle est sortie une fille, un garçon, 2 autres filles, on s'arrête, et encore une fille. Alors, elle me dit, là, ma cocotte, tu vas pas rester avec la même personne. Parce qu'elle dit, celle qui arrive là, je pense pas que ce soit un 5e enfant pour toi, mais tu vas changer de mari. Je dis, bon, bah, écoute, hein, on verra bien. En effet, tout ça s'est passé. Je passe rapidement entre les accompagnements familiers que j'ai pu faire, j'ai été la bonne secrétaire derrière son bureau, hein, en service export, parlant couramment anglais, allemand, même un peu de russe. Et dans le bureau où j'étais, il y avait toujours des défunts qui passaient devant moi. Hein. Non seulement je faisais le secrétaire, mais de temps en temps, en dessous, sans être déclarée, je faisais des consultations de voyance. Hein. Bien sûr, avec un ex-mari qui me prenait pour la folle du quartier. Hein. Et donc, ce qui est passé, qui a été terrible pour moi, mais avant d'en arriver là, je vais vous dire autre chose. Ce monsieur a pris la garde de mes enfants, m'a fait passer pour une folle auprès du tribunal, et donc j'ai perdu la garde. Donc, ça a été très très dur. J'ai voulu mettre fin à mes jours. Sauf que là-haut, ils en ont décidé autrement. Ils m'ont dit, écoute, bah, fais-le, comme il dit Gilbert, fais-le. Mais alors après, moi, je te tente fauteuil roulant, ça va. Alors là, non, ça m'allait pas du tout. Donc, je l'ai pas fait. Mais je peux vous dire que ça m'a laissé des traces. J'ai eu 4 ans d'absence de ma fille la dernière, 2 ans de mon fils, qui a fait qu'à l'époque, j'ai pris 40 kilos en plus. Et donc, depuis l'année dernière, mais ça j'y reviendrai après, c'est pas pour raconter ma vie, il y a eu un changement, puisque depuis l'année dernière, j'ai perdu 44 kilos exactement. Voilà. Alors c'est pour ça que je ne me moque pas des gens qui sont costauds, qui ne m'entendraient jamais moquer des autres, parce que je suis passée par plein de phases. Tout ça pour dire, donc j'ai perdu la garde de mes enfants, et il y a un monsieur qui est arrivé dans ma vie, que j'étais pas en conférence, où je suis allée voir des médiums, hein, magnétiseurs et autres, notamment une dame qui habite Bressuire, qui s'appelle Madame de Quiver, auquel je rends hommage, et qui, elle, m'a dit, Isabelle, un jour, il y a un avenir devant vous qui s'ouvre, voilà, ça promet. Et donc, j'ai rencontré Renat Roussel. Et là, quand j'arrive devant lui, il me sort, il y a une médium dans la salle qui me fait chier. Et ça, c'était moi. Donc, dehors, bah, j'ai dit, vous êtes gentil, mais j'ai payé ma place quand même, hein. Donc, il m'a expliqué qu'avec toutes les énergies que j'avais, je le dérangeais pour se concentrer. Donc, je suis revenue après. Et là, bah, je passe, vous savez comment il est, hein, très vite, brut de décoffrage pour ceux qui le connaissent. Alors, Isabelle, vous avez un mari là qui s'appelle Daniel, mais c'est pas du tout pour vous. Vous faites chier avec lui en plus, comme ça, hein, devant tout le monde. Bon, ça fait bien. Par contre, il en dit, il y en a un autre qui est intéressant là, qui arrive derrière, parce que c'est pas tout de suite, il faut être patiente. Hein. Il me dit, il s'appelle Pascal. Il a, alors je me souvenais de ce que m'avait dit ma grand-mère, parce qu'elle m'a dit un 5e enfant. Donc elle m'avait dit ce sera une jeune fille blonde avec un chien, et Réna Brousse, elle arrive là-dessus. Il s'appellera Pascal. Son nom de famille commencera par un B, il habitera Nantes, et il aura une fille blonde et un chien. Je dis, tiens, ma grand-mère m'avait dit ça revient sur le tapis, dis donc. Et bien en effet, c'est bien arrivé. Hein. Il est bien là aujourd'hui. Hein. Il est près de plus présent que jamais, et sa fille s'appelle Gaëlle, elle est blonde. Voilà. Alors là où c'est incroyable, s'il n'y a pas de hasard, mon parrain est né un 3 septembre 45. Mon deuxième mari est du 8 septembre 67. Mon père est du 18 septembre. Sa fille est du 9 septembre 92. Qui j'ai oublié qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, mon fils a connu une jeune fille, Tiffany, qui est aujourd'hui décédée. D'ailleurs, Valentin devait s'appeler Tiffany. Tiffany me dit 2 mois avant de partir, tu sais Isabelle, je sais que je ne vais pas vivre longtemps, mais je serai toujours avec toi et Valentin de l'autre côté du voile. Elle m'a dit ça, elle avait 17 ans, vous imaginez? Moi sur le coup, j'ai dit mais non, tu racontes n'importe quoi. Et en effet, 2 mois après, Tiffany. Simplement Tiffany, elle a tenu sa promesse. Parce qu'aujourd'hui, Valentin, il est avec une Isabelle
qui est né un 13 septembre. Le 13 septembre, c'est la date des obsèques de mon parrain. 13 septembre 70. Mais cette Isabelle, était la meilleure amie de Tiffany. Et aujourd'hui, Valentin, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Vous voyez un petit peu voilà. Alors pour Pascal, là où je vais faire rire tout le monde, c'est que j'avais dit surtout pas d'hommes qui n'ont plus de cheveux, surtout pas d'hommes qui ont une barbe, qui est en cours de divorce, ni de Cynthia, j'ai tout lu. J'en suis ravie, hein. Ça va faire 8 ans, ça se passe très bien. Hein. Mais là où il y a un truc, et j'en terminerai après, je ne vais pas m'étaler sur toute ma vie, incroyable, c'est que depuis petite, j'ai une affection très très forte pour La Rochelle. Mais quand je vous dis forte, ça dépasse l'entendement. Hein. Il se trouve que quand j'étais petite, que mon père m'emmenait à La Rochelle, près de la Palisse, je ne voulais pas repartir. Je disais toujours à papa, je suis bien là, moi je ne veux pas m'en aller. Il me dit, je sais pas ce que ça t'a fait. Il me dit, écoute, si je dis ça à ta mère, elle va pas être contente, il faut bien que tu reviennes. Donc, c'est toujours resté. Après, j'ai rencontré un monsieur, Eric, avant de connaître Pascal, qui lui est né à Villejuif, et quand j'ai divorcé, il m'a fait connaître La Rochelle, Marennes. J'ai vécu 4 ans à Marennes. Et il m'a emmené sur l'île d'Oléron. Et Rebelote me l'a reparti à pleurer. Eric me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il me dit, je comprends pas. J'ai dit, ça c'est depuis petit, tu ne veux pas comprendre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Éric est né un 18 mai, que la Saint-Pascal est un 17 mai, et que mon Pascal devait s'appeler Éric. Donc voilà, Rebelote, on te ramène là encore vers Pascal, et la première femme de Pascal est née à La Rochelle. Donc on te remet là-dedans, on embrasse tout ça et on revient. Et donc après, je ne sais plus ce que je voulais dire, si, que j'ai trouvé, comment ? Vis-à-vis de La Rochelle. Oui, vis-à-vis de La Rochelle. L'attachement, c'est lié au Tour de La Rochelle. Avant les Tours de La Rochelle, j'étais un soldat de Jeanne d'Arc qui a combattu Catherine de La Rochelle, parce que j'ai fouiné, hein. Je me suis fait aider, il fallait bien que je fouine pour savoir ce qui se passe. Et donc après, l'histoire des Tours, j'ai été un prêtre catholique qui me suis fait zigouiller, je veux bien dire ça, ça me fait rire, par un prêtre protestant. Vous savez qu'à La Rochelle, il y a eu beaucoup de massacres de catholiques. Bon, j'ai compris, voilà. Et pourquoi Nantes? C'est une aversion. Alors Nantes, c'est même pas la peine d'en parler. Alors je respecte les Nantais. Hein. La ville en elle-même est très jolie. C'est pas normal. Donc là aussi, j'ai été fouinée il n'y a pas longtemps. Ça date il y a 2-3 semaines. En fait, Nantes, à la base, c'est une ancienne ville d'esclavage et de franc-maçonnerie. Après, je critique pas tout ça. Hein. Moi, ça, je connais pas. Mais on m'a dit, Isabelle, est-ce que tu sais qu'au Moyen-Âge, c'était un homme qui a été torturé et mis à mort à La Rochelle, à Nantes. Ah ben alors ça, j'ai dit je ne le savais pas. Donc je comprends mieux pourquoi j'ai une espèce de truc qui me monte là, donc j'essaie de travailler dessus, d'où les bonhommes allumettes de Jacques Martel, j'expliquerai après ma conférence. Et donc Nantes, c'est pas possible. Et donc depuis quelque temps, alors les gens que je recevais sur Nantes sont en train de diminuer, par contre La Rochelle c'est en train d'augmenter. Hein, ils sont gentils, mais ils ont déjà tout calculé. Alors quand vous dites au mari, bah là, Airbus, tu comprends, ça va durer qu'un temps, parce que ça va chez Airbus. Ah ben là, il commence à faire la tête, bien sûr, pas envie, hein. Lui, c'est normal, il a son travail. Mais bon, comme ce monsieur, je vais donner des preuves de l'après-vie de son papa Daniel, parce que son père s'appelle quand même Daniel, comme mon ex-mari, n'est-ce pas? Il se dit, voilà. Et on a autre chose, c'est que tous les deux, enfin depuis que déjà moi je suis petite, je faisais un signe comme ça au motard. Mon père me dit, tu sais ce que ça veut dire? Je dis, oui papa, c'est pour dire bonjour au motard, c'est le signe. Eh bien, j'ai mon permis moto, fier de le dire, hein, depuis 2013. Et je connais un motard, parce qu'elle est aussi motard. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, voilà, je vais prendre le fil. Vis-à-vis de La Rochelle, c'est toujours cette histoire de dire que Pascal, il veut monter son garage moto là-bas, réparer des vieilles motos, en faire des cafés rasseurs pour ceux qui sont un peu branchés, et trouver un peintre, mais ça, on vient de le trouver, parce que vous savez, hein, quand je laisse filer des choses, il y a toujours des gens qui me disent, Isabelle, alors j'ai des gens qui sont rigolos, qui sont en train de me trouver la maison. Ils m'ont trouvé le lieu de conférence, ils m'ont trouvé le lieu de consultation. Alors, ils sont motivés, hein, je peux vous dire. Vous voyez que je viens sur La Rochelle. Donc voilà pour tout vous dire, il n'y a pas de hasard. Les dates, je ne sors pas des dates comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Mais pour moi, le hasard n'existe pas. Il faut savoir que les racines karmiques sont plus fortes que les racines terrestres. Pourquoi vous vous dites, c'est bizarre, dans ce lieu-là, je me sens bien et qu'ailleurs, je ne me sens pas bien? Je ne sais pas, c'est comme ça. Hein, voilà. Cherchez pas. Même, voyez, au premier de l'an, on était à table avec quelqu'un, Ludovic, qu'on rencontre, et Ludovic nous sort tout naturellement. Moi, je suis née un 17 mai, jour de la Saint-Pascal, et je suis motard. Je dis, voyons. Et la petite fille d'à côté, on parle de métier,
Elle me dit, moi je suis une enfant cristal, j'ai 15 ans, je fais des rêves prémonitoires. Je dis, bon, voyez, on en rajoute encore une couche, donc on en ramène toujours. Hein. Voilà en gros, vraiment résumé, mon parcours. Et alors pourquoi je sillonne les routes de France pour parler de l'après-vie? Ce que j'ai omis de vous dire, en 2006, j'ai refait une EMI. Et là, donc c'était un jour de malaise cardiaque où, vous savez, on a tous j'ai fait en Charente-Maritime en plus, à La Rochelle. On a tous une touche qu'on appuie sur le portable pour prévenir le médecin. Et le temps que je prévienne le médecin, paf, moi je me suis au plafond et j'étais déjà partie. On m'a montré donc ce que c'est que le bas astral et j'ai monté des marches, je me suis vue vers la lumière, en légèreté, remplie d'un amour inconditionnel. J'ai revu mon arrière-grand-mère, Marie-Louise. J'ai vu des êtres de lumière. J'ai vu des gens que j'ai connus ailleurs, des gens de ma famille quand j'étais petite aussi. Et à un moment donné, le fameux parrain est apparu. Il m'a dit, tu as deux choix, soit tu restes, soit tu repars. Mais il m'a dit, moi, c'est pas le moment, je veux que tu témoignes, mais tu redescends. Et là, j'ai vu comme une main qui m'a... Et au même moment, le médecin est en train de me réanimer. Donc, c'était pas vraiment un malaise cardiaque, c'était une perte de connaissance pour que je voie justement ce tunnel. Et donc, je vous dis, c'est vrai qu'on n'a pas envie de redescendre et vous avez une vision totalement différente des choses. Moi, le matériel, je veux dire, je m'en fous complètement aujourd'hui. La santé, avoir un toit au-dessus de ma tête, être heureuse, profiter de la vie, hein, et voilà, et manger à ma faim. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas être dans l'opulence, l'abondance dans tous les domaines. Je sais que l'argent est une énergie, qu'il en faut pour être heureux, je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas ça l'important. C'est vraiment être bien dans sa vie et être bien entouré. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite chose que j'ai oublié de dire? Oui, parce que je n'y suis pas revenue, mais tant pis, c'est pas grave, ça a filé. En gros, c'était un peu éparpillé, je suis désolée, mais voilà le parcours. Pourquoi juger les autres, c'est se juger soi-même? Parce que je suis là, on le fait tous à un moment donné, depuis qu'on est bébé, jusqu'à temps qu'on parte. Après, il y a jugement et jugement. Quand vous avez un patron qui vous juge sur votre travail, ça c'est normal. Le mec, il évalue vos capacités. Mais quand c'est du jugement gratuit, et si, voilà, là où je voulais en venir, que j'ai beaucoup souffert. Quand je faisais 114 kilos, ça datait encore de l'année dernière, du 26 juin, je me suis opérée le 26 juin. J'ai ma grand-mère qui m'avait conseillé, avant de partir, de me faire opérer. Parce que tout ça, c'est venu, pas en grignotant, hein. Le stress m'a fait énormément gonfler. Hein, vous verriez des photos que j'ai gardées dans mon portable de moi avant, c'était même pas la peine en rêve. Même moi, je ne me supportais pas. Quand les gens me disaient, Isabelle, vous êtes une belle personne, j'ai mettais vos lunettes. Hein. Mais ça voulait dire à l'intérieur, voilà. Et donc, je me suis fait opérer. Ma grand-mère est née à 23 juin, le 26. Et j'ai perdu 44 kilos. Bien sûr, c'est pas venu tout seul, c'est un bypass. Donc, il y a de la triche, on ne dirait quelque part. Mais bon, c'est 2h30 de bistouri. Mais aujourd'hui, je revis. Ça a changé ma vie. Voilà. Hein? Et donc, moi, je vous dis, quand on a quelque chose à travailler, il ne faut pas hésiter à le faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais, je peux vous dire que les regards n'étaient pas toujours tendres. Hein, parce que les gens vous regardent d'un air, à l'air de dire, bah non, ça aussi, je veux dire, ça fait souffrir. C'est pour ça, plus que jamais, et ce thème-là est venu depuis, ne jugez pas les autres sur leur apparence. Il faut savoir que quand vous jugez quelqu'un sur son apparence, vous pouvez le conduire au suicide. Je le dis parce que j'en connais. Hein, ça peut aller très loin et ça fait très mal. Donc voilà, je sais que des fois c'est la souffrance qui peut faire des choses, mais franchement, apprenez à connaître les gens avant de les juger. Et d'abord, qui on est pour pouvoir juger quelqu'un. On n'est pas Dieu. Déjà, Dieu, il ne juge pas quand vous êtes de l'autre côté. Il va vous dire, tiens, tu as fait ceci, tu as fait cela, de bien, ça de bien dans ta vie, ça de mauvais, t'as là-dessus à travailler pour que dans des prochaines vies, quand tu vas revenir, ça s'améliore. Parce qu'il faut savoir que chaque épreuve qu'on a sur cette terre, même si c'est chiant, parfois, moi j'en ai marre, c'est fait pour avancer, c'est pas gratuit, c'est pas la faute de Dieu, comme certains vont dire. Alors après, c'est pareil, Dieu, on dit Dieu. Quand je dis ça, vous savez que de l'autre côté, il n'y a pas de religion, il y a une différence de couleur de peau. C'est le nom que vous lui donnez, ça peut être l'univers, si ça vous plaît de dire comme ça. C'est le même Dieu pour tout le monde. Que ce soit les voiles, que ce soit dans la religion islamique, ou que ce soit au niveau des chrétiens, il y a eu un voile aussi, c'est pas marqué dedans, c'est les hommes qui ont créé ça. Hein, voilà. La seule personne, si vous voulez, en matière de religion, c'est pas le côté religieux qui m'intéresse, où je me réfère aujourd'hui, ce serait François. C'est pas pour son côté religieux, c'est pour le côté homme, tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il amène, qu'il aime les gens sociaux. Comment? François le pape. Ah ouais, c'était toi. Ah ouais.
pas. Mais il est humble, hein, quand même. Hein. Je pensais à notre cher président. Ah non. Je ne parlerai pas de lui comme ça. Le pape François, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui est dans le cœur. Je ne parle pas de la religion, je parle de l'homme. Il aime les gens. Voilà. Hein, voilà, celui-là. Donc, j'en viens à mon thème. Juger les autres et se juger soi-même. Pourquoi ça? Parce que quand on juge quelqu'un, avant tout, c'est soi qu'on juge. Qu'est-ce qui fait que l'autre, en quoi ça me parle? Pourquoi celui, je dis par exemple, elle est grosse. Alors, c'est gros. Parce que toi, t'es mince et tu te sens pas bien dans ta peau. C'est que ça fait reflet à quelque chose. C'est un exemple. Vous voyez? Alors, pour vous, ça sera interactif. Hein. Je ne vais pas vous faire dormir pendant 1 heure. C'est pas le but recherché. Hein? Donc, si vous voulez m'interrompre, vous n'hésitez pas. Alors, pour vous, le mot juger, ça veut dire quoi? Si vous vouliez mettre un terme là-dessus. Critiquer. Alors, ouais, c'est très bien dit. Critiquer, ça peut être aussi salutaire, ça peut permettre d'avancer. Pour moi, la critique est salutaire. Après, ça dépend comment on est critiqué. Si par exemple, on me dit Isabelle, tu sais ton thème, tu aurais dû rajouter ci, tu aurais dû rajouter ça, pour moi, c'est pas de la critique, ça fait avancer. Mais même quand on me critique, voilà, moi j'ai trouvé un truc pour pallier quand les gens ils bavassent dans votre dos, c'est qu'on est intéressant. Ils ont que ça à faire, ça les occupe. On est intéressant. Le sujet de conversation, tant mieux. Moi, ça me fait rire. Avant, je disais pas ça. Hein. Mais voilà, donc voilà, critiquer. Après, critiquer, ça dépend dans quel sens on va le voir. Mais c'est aussi en premier lieu évaluer la valeur de quelqu'un. Alors, quand j'évalue la valeur de quelqu'un, ça peut être dans son travail. Hein, un patron vous teste, une période d'essai, savoir si ça va le faire ou pas. Ça peut être aussi les candidats à un concours, par exemple. Ça, c'est le mot juger. Après, il y a aussi porter un jugement de valeur sur quelqu'un. Et là, ça peut être dans tous les sens du terme. Juger, bon, quelqu'un sur ses actes, ça va encore. Mais quand ça devient sur son physique ou sur ce qu'il peut dire, là, c'est encore autre chose. On peut aussi juger quelqu'un incompétent. Hein. Il y a aussi penser, estimer, avoir un avis sur quelque chose. Par exemple, tous juger cette solution impossible. Alors, c'est comme on dit des fois, alors un autre exemple, c'est Isabelle, tu sais, il y a plein de monde qui vont dans telle association, tu devrais y aller. Bon, je fais tout le contraire exprès. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas comme les moutons de Panurge. Moi, je vais que là où mon guide me dit vas-y. Ils t'ont appelé vas-y. Ah, c'est vrai qu'avant, j'appelais les associations pour démarrer. Maintenant, c'est fini. Pourquoi? Parce que je me suis pris des allers-retours qui m'ont été défavorables. C'était parce que tu as voulu te lancer, tu as voulu y aller. Ok, tu as voulu te lancer, mais maintenant, tu vois la différence. Maintenant, je vais là où on m'appelle. Et c'est beaucoup mieux. C'est pas parce que moi, un endroit va me plaire qu'il va forcément plaire à mon collègue. Donc, il sera fait pour mon collègue. Plutôt ça. Hein, plutôt raisonner. Parce qu'on a chacun nos valeurs, on est chacun différent, tout en faisant partie d'un tout. On est tous dans la même bulle de lumière. Voilà. Il y a aussi se déterminer et prendre position sur quelque chose. Hein, c'est ça le mot juger. Par exemple, juger s'il faut partir ou rester. Il y a aussi juger par soi-même, se faire une idée sur quelqu'un, favorable ou défavorable. Ça vous parle aussi. Hein? Alors, pourquoi juge-t-on l'autre? Vous savez qu'on a tous à l'intérieur une part d'ombre et de lumière. Et il s'agit en fait de reconnaître ce que nous avons du mal à reconnaître en nous, comme étant ce qui nous constitue notre lâcheté, notre violence, notre blessure, nos faiblesses et nos angoisses. Tout ça, la partie sombre. En fait, non seulement nous avons du mal à analyser cette partie sombre, ce qui pourrait s'avérer très positif, mais l'analyser, ça fait mal aussi. Se remettre en cause, l'ego, il en prend un sacré coup. Hein? C'est donc cette part d'ombre qui va nous faire attribuer à l'autre des qualités ou des turpitudes que nous, on ne veut pas s'avouer, via un mécanisme de projection bien rodé. Hein? Voilà. Pas évident d'assumer que nous n'avons pas le même statut social qu'un autre individu, hein, ni même la même gentillesse. J'ai remarqué, dans le monde spirituel, je le dis parce que ça m'arrivait de temps en temps, sans prétention aucune de ma part, si vous êtes un petit peu comme certaines personnes qui se calculent un petit peu sur les autres, on ne dit rien. Mais alors, dès que vous êtes vrai, transparent, gentil, là, ça pose un problème. Mais ce n'est pas dans la vie de tous les jours. Hein. Quand des fois on est gentil, parce que j'ai envie de dire,
J'ai entendu pourquoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi. Ah, Marie-Christine, pourquoi tu dis ça? Tout simplement parce que tu renvoies une image que la personne doit être mal dans sa peau et te voit à l'aise, souriante, bien. Et tu peux renvoyer une image à cette personne-là qui n'est pas forcément ce qu'elle est, elle. Donc, ça lui fait une image à travailler. Et donc, plutôt que d'essayer de te comprendre, elle se sent mal à l'aise, donc on arrive dans la critique. Ça fait miroir. C'est des fois qu'on peut être mal à l'aise et on voit, non, elle a de la chance, elle est heureuse et moi je suis pas bien. Ça peut être ça. Hein, c'est pas méchant, hein, c'est une souffrance au contraire. Ta version qui se rapproche malheureusement de ce qu'il est, parce que tout ce qui est concurrence, rivalité, ça mène à un désaccord avec soi-même. Voilà. Parce qu'on ne peut jamais être à l'identique de l'autre, tout à fait. De celui qu'on a envie. Voilà. Et finalement, ça mène à la misère de chacun et tout le monde est malheureux. Alors, avant tout, j'ai envie de dire, il faut être soi-même. Et aussi, dire non. On a le droit de dire non, j'arrête pas de le dire. Toujours dire oui pour faire plaisir aux autres, ça va bien 2 minutes. Il faut dire non. Il faut se protéger dans la vie, c'est important. Hein? C'est bien beau de dire toujours oui, mais après, on se fait du mal. Tiens, ça parle là aussi. Ben, c'est bien. Ouais, voilà. Hein? Difficile de nous dire que nous pourrions nous conduire comme ce malotru. Bah, lui, il a fait ça. Hein. T'as vu, c'est pas bien. Mais peut-être que si vous critiquez l'autre, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez fait aussi. Hein? Et il faut savoir que quand quelqu'un dit des choses de nous négatives, je sais pas moi, tiens, tu sais, comme j'ai entendu une fois, Isabelle Fougerat n'est pas ce qu'elle prétend être. Je me suis dit, attends, là, qu'est-ce que j'ai à travailler en moi? Première chose que je me suis dit, c'est que ça fait renvoi à quelque chose que en moi, j'ai à travailler. Qu'est-ce que je fais, Isabelle? Rendez-vous chez une bioénergéticienne et hop, on va se faire travailler ce qui cloche. Parce que c'est bien beau de dire des choses devant les gens, mais si vous ne faites pas travailler, à un moment donné, vous n'êtes plus crédible. Donc, hop, que ces personnes-là, vous allez me dire, moi, je les remercie. Parce que ça veut dire qu'il y a un point chez moi qui n'allait pas. Donc, je fais travailler. Avant, je prenais ça très mal. Hein. Maintenant, cause, hein. En sachant qu'il faut faire la part des choses aussi. Voilà, c'est sûr. Entre la première version que tu as donnée et celle-ci, il y a quand même un écart. Oui. Il ne faut pas mélanger non plus. Non, je ne mélange pas, mais je le dis. Non, mais je dis en général. Oui, en général, oui. Parce que souvent on te dit c'est pour ton bien. Alors qu'en réalité, c'est une pure projection qui peut faire très mal. Tout à fait, tout à fait. Il y a des fois, c'est gratuit. Voilà. Ça peut être gratuit, on est d'accord. Il est bien plus facile de juger, voire de condamner, quand le pouvoir nous en est donné. Hein? Voilà. On se prend pour Dieu. On fait mieux que les autres, tant mieux. Hein? Alors, d'après vous, qui on juge quand on juge l'autre? C'est vous le jugez par lui. Hein? Car à ce moment-là, vous en dites plus sur vous-même et vous ne voulez pas aller voir la paille, vous allez chercher la paille qu'il y a chez le voisin. C'est-à-dire qu'au lieu de balayer dans votre porte, vous allez critiquer le voisin. Hein? C'est plus facile, ça nous arrange mieux. Au lieu d'éviter de travailler sur nous, on critique le voisin. C'est bien plus simple. Exemple, une personne boit trop. Ah, elle boit trop. Alors toi, qu'est-ce que tu as comme addiction, comme dépendance? Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette. Il y en a une qui fait rigoler quand je dis ça. Ça peut être le sexe. Je suis désolée. Mais ça peut être ou le jeu. Tout ça, ce sont des addictions. Vous avez des... Comment? Le sucre. La télé. La télé, plein de choses, voilà. Alors quand je sais que ça fait rire. Le chocolat. Je vais vous dire pourquoi. Moi, la première, j'ai un mari. Après, c'est sa vie. C'était un monsieur, malgré que j'étais dans sa vie, il avait besoin, c'était plus fort que lui, d'aller voir ailleurs. Après, c'était dur, mais j'ai compris que c'était au-delà d'un simple fait de faire du mal. C'est que c'était une maladie chez lui. Ils en ont parlé à Antenne 2 une fois, qu'il y a une cellule dans le cerveau, il y a un dysfonctionnement et il a besoin. Même s'il aime sa femme, il va avoir ailleurs. Ça veut dire, mais comment on peut? Attendez, avant de dire ça, j'ai mis du temps. Hein. Sur le coup, les noms d'oiseaux, ça y allait. Hein. Voilà. Limite, ces gens-là, je les plains, parce qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont jamais satisfaits, total insatisfaits. Et en fait, quand on a été chercher, parce que j'étais beaucoup plus loin pour voir d'où ça pouvait venir, il avait un lien de dépendance avec sa mère, très fort, dont il n'a jamais pu se défaire. Et en fait, la femme était devenue un jouet pour lui. Un objet. Toujours chercher à travers les autres femmes sa maman. C'était devenu une dépendance. Vous voyez, c'était vraiment un souci. Vous allez aussi dire, par exemple, un tel ne travaille pas trop. Ah bon, parce que vous jugez que vous travaillez sans doute plus que l'autre. Donc, vous voyez, sans arrêt,
on se remet, est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? On critique, mais en fait, on a à balayer devant sa porte. Vous dites, l'autre fait ou pense bien. Donc moi, je pense pareil. C'est extrêmement bénéfique, vous dites. Je pense que pareil que l'autre. Je ne vais surtout pas dire le contraire, parce que si des fois on voit mal, admettez que tout le monde dit, bon, on aime bien notre patron. Vous êtes la seule qui l'aime pas. Vous êtes la seule à avoir compris ou le seul qui n'aime pas bien le patron. Ben oui, mais si je pense mal, moi j'aurai des ennuis. Donc je reste dans le groupe, je finis par m'effacer. C'est bénéfique, mais à court terme, c'est pas bénéfique du tout, parce que vous oubliez dans le lot. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est sans doute vous qui avez vu clair et pas les autres. Mais les autres préfèrent fonctionner comme des moutons de panurge, je ne peux pas avoir de problème. Voilà. Pourquoi avoir recours avec ces petits arrangements avec nous-mêmes? Il faut savoir déjà que se remettre en question, c'est douloureux. Hein, ça demande travailler sur son ego, sur notre fierté, donc c'est pas simple. Vous avez par exemple un autre exemple très flagrant. Il y a une de vos amies qui juge sa propre sœur en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle élève mal ses enfants ?» Et là, je réponds « Être parent, c'est le métier le plus difficile du monde. » Donc, même si vous faites bien, de toute façon, vous aurez toujours des réflexions par les enfants. Tout le temps. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas un, même adulte, qui vous en a pas fait. Parce que même moi, je m'en suis prise. On s'en prend tous à un moment donné. Ah maman, j'ai pas compris ci ou j'ai pas compris ça à un moment donné. Hein? Donc pourquoi je dis ça? C'est que sans doute cette amie a peur de mal faire et donc a besoin de se rassurer en portant un jugement de valeur sur sa propre sœur. Elle se dit sans doute, ben moi je serais une bien meilleure mère qu'elle. Parce que cette amie, c'est qu'elle a des peurs justement. Elle n'a pas dépassé ses peurs. Et au contraire, si elle juge que ses enfants, sa sœur elle aime bien ses enfants, ben là elle va dire, bah oui, mais moi je serais pareil. Vous voyez? Donc encore le phénomène projection. Et vous savez qu'admettre que quelqu'un puisse faire différemment de nous, c'est bien trop perturbateur et déstabilisant. Hein? Par contre, si cette amie dit que tout le monde fonctionne comme elle, quelle merveille. Alors, ce qui nous fait du mal dans l'idée du jugement, c'est de faire une distinction entre soi et l'autre. Nous sommes pollués par la projection. Hein, cette projection, ce que l'autre nous ramène. Et donc, dans la nécessité de se considérer soi-même comme évoluant dans le bon, dans le juste, dans le beau, autrement dit, le contraire de ce que fait l'autre. On a besoin de ça, de se sentir valorisé. Pas de questions? Voilà, non? Alors, d'où vient la manière de juger? Ben déjà de notre éducation, de la société, parce qu'on a tous un carcan, du contexte familial, social, culturel. C'est aussi avant tout, que je vous le redis, ça permet d'opérer une distinction. C'est identifier qui je suis et qui est l'autre. C'est aussi percevoir en quoi l'autre est différent de moi. Hein, en quoi je lui ressemble aussi. C'est aussi une question, comme je dis d'éducation, c'est aussi naturel que de respirer. Hein, c'est quand nous passons du stade de ce qui est différent de nous, j'ai envie de dire, de l'altérité à altération, qui est le fait de dégrader, que le jugement devient une fonction psychique vitale. Bon, ça devient important, ça nous permet d'exister. Et donc, certains d'entre nous en abusent quand cette différence avec l'autre nous gêne. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple? Oh ben lui, dis donc, t'as vu, il est toujours rendu dans l'humanitaire, ben dis donc, au lieu de faire autre chose. Mais c'est peut-être que vous dites, j'en fais pas assez. Peut-être que moi, ben, je devrais peut-être aussi participer à une cause humanitaire ou faire des dons quelque part. Vous voyez, ça vous renvoie une image. Ça vous met mal à l'aise en fait, parce que l'autre fait quelque chose de bien et vous ne le faites pas. Donc ça vous renvoie une image. Hein? Et il y a des humains qui ont besoin de se rassurer mieux que d'autres en rentrant dans le formatage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bah tiens, tu devrais faire ça. Ah bah oui, mais moi, au fond de vous n'avez pas envie, mais pour être bien vu, vous le faites. Donc je vous ai dit, on fait pareil, tous les moutons de Panurge. Hein. Et d'après vous, les gens qui ne jugent pas, ils sont plus confiants que les autres pour vous? Ceux qui disent je ne juge jamais. Bah tiens, Coco. Voilà, me l'a fait pas. Hein. Justement, ceux qui en disent jamais, qui ne disent jamais rien, sont pareils que ceux qui jugent tout le temps. Parce qu'ils ne vous le disent pas, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Ils sont très rares, les gens qui ne jugent pas. Hein. On juge tout le temps. Certaines personnes fuient par contre le jugement par peur de se tromper, d'être mal aimé, d'être mal vu. Hein. Ou plus simplement,
par fidélité aux injonctions morales, tout ce qu'on a appris. Ah, lui, il fait ça, c'est pas bien, mais bon, moi, tant pis, tout le monde dit on dit rien, donc je laisse faire. Que se passe-t-il si l'autre n'a pas le même jugement que moi, s'il ne pense pas comme, si je ne pense pas comme lui, mais je vais être exclu? En fait, celui qui dit ne pas juger ressemble trait pour trait, voire pire que celui qui juge tout le temps. On a tous, ils ont tous, ces deux personnes-là, du mal à accorder la vraie valeur à ce qu'est le jugement, hein, qui est en fait, c'est plus la valeur du jugement comme il devrait être, c'est rendu vraiment au niveau de la bassesse, j'ai envie de dire. Pour eux, penser comme les autres, c'est une valeur sociale. Ça les fait exister. Un autre exemple, la fille de mon mari, donc, a toujours été élevée, sa maman a toujours eu un problème d'apparence. C'est-à-dire sa maman ne s'est jamais aimée physiquement. Ça, c'est dû à un traumatisme qu'elle a eu dans l'enfance. Et donc, ma belle-fille ne s'est jamais sentie belle. Alors, ça double tranchant. Parce que vous la voyez sur Facebook, c'est une belle, jolie jeune femme blonde, un peu Barbie. Hein. Et ben, c'est toujours les photos, beaucoup de photos sur elle, sur son... parce qu'elle a du mal à se trouver. Elle a vécu dans le modèle de la maman. Donc, pour elle, pour elle, si on la trouve belle, c'est l'essentiel. Mais en réalité, elle est très mal à l'aise. Elle est en souffrance, en fait, ce jeune fille. Vous voyez, c'est qu'une carapace. Parce que quand vous l'écoutez, il y a un mal-être. Voilà, c'est ça. Donc, elle a besoin que, effectivement, les garçons qui la voient, ils mettent des commentaires, t'es belle, elle est contente. Parce qu'elle est mal à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, on ne juge pas sur le... Hein. Voilà. J'ai un autre cas dans l'avion. Hier, j'ai dit à Lucette, on a rigolé avec ça, mais c'était pas marrant, quelque part. Deux personnes, moi d'habitude, je suis quelqu'un de très souriant. Hein. Je souris à tout le monde, je suis comme ça, voilà. Et j'avais un couple à côté de moi, on sentait qu'ils étaient aisés. Après, je m'en fiche, c'est leur problème. Et à un moment donné, j'ai senti comme un vent glacé. Et là, je me suis mis en connexion avec l'âme de la dame à côté. J'ai entendu, je ne suis pas heureuse dans ma vie. Je ne suis pas bien. Mais elle ne me l'a pas dit. Cette dame a... Et quand je me suis dit, j'ai compris, et la dame m'a souri, figurez-vous. Vous voyez, ça marche, hein, la télépathie. Hein. La dame, c'est qu'une apparence, elle se cachait derrière un mutisme parce qu'elle n'était pas bien dans sa vie. C'est pour ça que je dis l'argent, c'est une énergie, mais ne pas juger les gens là-dessus, parce qu'on a beau avoir l'opulence parfois financière, c'est pas pour ça qu'on est heureux. Hein. On peut être seul, au contraire, avec ça, hein, se retrouver seul. Ou avoir des amis, mais par intérêt. Pas les vraies valeurs. Moi, je préfère en avoir moins et avoir des personnes qui m'aiment parce que je suis moi. Parce que moi, dans le métier que j'ai rencontré, c'était des hommes. Oui, tiens, c'est sorti naturellement. Excusez-moi. Mais des femmes aussi qui aimaient Isabelle pour le côté médium, pas parce qu'elle est Isabelle. C'est ça qu'Isabelle sait faire la part des choses. Hein, quand vraiment on dit Isabelle, ok, mais je filtre un peu. Hein. Non pas que je suis, mais je sais faire la part des choses. Hein. Vous avez aussi des gens qui vont aussi avoir un métier dans le jugement parce que ça leur permet quelque part de trouver qui ont été victimes d'injustice personnelle ou morale. Ils vont se mettre dans des métiers comme le contrôle, la certification, l'expertise. Ils ont l'impression que là, ils vont travailler sur cette injustice morale qu'ils ont vécue. Et donc, vous avez des étudiants qui vont préférer être avocats plutôt que juges. C'est pas le cas de tout le monde, hein, heureusement. Pourquoi ? Parce qu'imaginez s'ils se trompent en tant que juge. Ils vont se dire, on va porter ça toute notre vie. Par contre, s'ils sont en tant qu'avocats, pour eux, c'est juste. Donc, ils s'y retrouvent. On va défendre une cause, on va défendre quelqu'un. Hein ? Ils ne veulent pas avoir à garder ça sur la conscience par la suite. Dans les deux cas de figure, quand on en est dans ces métiers-là, pour certains, on utilise le jugement, ou du moins la profession, pour régler des comptes. Hein? Ça nous permet d'avoir bonne conscience. J'ai un autre exemple. Je reviens sur ma belle-fille. La maman de Gaël est quelqu'un qui ne s'aime pas. Voilà. Et donc cette maman, à un moment donné, elle avait l'impression, mais elle s'en rend compte, elle a quitté son métier aujourd'hui. Pour vous dire à quel point elle s'est aperçue que c'était pas sur la bonne voie. C'était une dame qui aidait les SDF. Donc elle avait l'impression qu'en allant dans cette association, elle y trouvait son compte. Sauf que là, dégringolade, elle s'est aperçue que non. Parce que finalement, elle aidait les autres, mais qu'est-ce qu'il a aidé personne. Donc cette dame a reculé et maintenant elle veut s'ouvrir, elle veut rentrer, s'ouvrir un restaurant. Mais vous voyez, elle a essayé de fuir à un moment donné, se dire je vais m'en sortir, et finalement, badabou, là où ils l'ont fait travailler,
et elle veut faire autre chose. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, vous allez me dire, comment on se sort de cet engrenage? Comment on sort de là-dedans? Mais la première chose, c'est d'essayer de comprendre notre part d'ombre, l'analyser, quitte à faire un tableau, positif, négatif. Pourquoi ce que m'a fait l'autre, ça me fait du mal? Et en quoi ça m'a fait du mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a dit un truc là qui m'a fait du mal. C'est que ça fait redondance chez vous à une blessure de l'enfance, peut-être à quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un. Je prends un exemple. J'entends les dames dire « Oh là là, j'en ai marre, c'est toujours le même type d'homme que je rencontre. » Ben oui, mais si on vous les envoie, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous aviez à travailler chez vous. Imaginez, vous avez une dépendance affective. Donc effectivement, vous allez rencontrer que des personnes qui vont vous faire miroiter des choses et après, ce ne sera pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils sentent votre dépendance. Donc il y a un profit, mais quelque part, je dis une sorte de profit, mais que ce soit les hommes ou les femmes, hein, c'est dans les deux sens. Et donc vous dites, mais c'est pas possible, je n'ai pas encore rencontré, parce que vous avez quelque chose à travailler, cette dépendance. On est là pour vous montrer que c'est pas en dépendant de quelqu'un sentimentalement, par exemple, que vous allez être bien. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver tout seul, et après, vous allez recevoir une personne qui vous correspond. Alors j'aime pas dire c'est le bon ou la bonne, parce que ça, j'aime pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être dans votre vie à un moment donné, vous correspondre, et après, c'est plus du tout le même type de personne que vous rencontrez, et effectivement, avec cette personne, vous allez faire le chemin. Je ne vais pas dire le bon ou la bonne, ça ne veut rien dire pour moi. Parce qu'on peut très bien, avec quelqu'un à 3 ans, vivre une très belle histoire, et qu'après, ça se brise, parce que c'est des relations sur Terre qu'on a à terminer, tout simplement. Et pour que vous ayez moins de mal, acceptez que les gens ne sont que de passage dans votre vie, ce serait pas mal. Voilà. Et aussi pour vous sortir de cet engrenage, c'est quand vous sentez que quand vous jugez quelqu'un, ça commence, si vous le jugez sur ses actes encore, là, c'est du tangible. Il y a quelque chose qu'il a fait qui vous semble répressif, on peut comprendre. Mais si vous jugez sur l'apparence, là, c'est pas bon du tout. Hein. L'apparence peut être trompeuse. Parce que quelqu'un peut vous apparaître, oh là là, elle est brune, elle est Barbie, machin, et qu'à l'intérieur, la personne soit formidable. Ou au contraire, dans l'autre sens, et que ça ne soit pas du tout, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment aller voir à l'intérieur. Moi, je dis, quand il y a quelqu'un, vous vous dites, ben, tiens, vous avez un a priori sur une personne. Si vous sentez que votre guide vous dit non, c'est pas pour toi, n'y allez pas. Après, il ne faut pas que ce soit non pour toi parce que oh, ben, elle a un rouge à lèvres rouge ou elle a. Non, il faut vraiment que ce soit profond. Pourquoi? Parce que si vous y allez, ça va faire boum, ça ne va pas fonctionner et vous serez malheureuse, vous et l'autre personne. Hein? Ou alors, c'est au contraire, vous sentez que là, il y a un vrai sourire, il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est pareil, vous allez me dire, Isabelle, vous êtes gentille, mais il y a des fois, il y a des gens qui sourient par derrière, c'est autre chose. Ça, je suis d'accord. Mais il faut vraiment aller au fond du regard. D'abord, quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, ça, mon père m'a toujours dit, tu n'auras jamais aucun problème, parce qu'il est franc. Quelqu'un qui baisse les yeux, pose-toi des questions. Et ça, c'est vrai. Hein? Et si vous vous fiez à ce que votre cœur vous dit, à votre intuition, vous ne serez pas déçus. Alors, comme je vous ai dit, comment sortir de l'engrenage? Bon, le plus, le moins, positif, négatif, qu'est-ce que j'ai à travailler? Je me fais des bioénergéticiens, travaille sur les mémoires, hein, ça peut être par les bonhommes allumettes de Jacques Martel, je vais en parler après, et ça peut être aussi, quand on se rend compte que, par exemple, on est une boutade sur un collègue, ça reste une boutade, on se met oh, t'as vu là, son fil ne va pas du tout. Hein. Bah, si vous sentez que c'est comme ça, bon, ça c'est pas méchant, mais si ça va beaucoup plus loin, alors là, il faut peut-être se dire, j'ai dérapé. Et se remettre en question. Hein. Et savoir comprendre aussi le pourquoi l'enfance de quelqu'un. Qu'est-ce qui a pu se passer dans son enfance à cette personne-là pour qu'elle soit aussi amère aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie? Et sans doute que si il en est rendu là, c'est qu'il y a sans doute quelque chose de grave qui lui est arrivé. Là, je peux faire un autre exemple. Alors, vous allez me dire après. Je ne vais pas m'étaler parce que je sais que c'est sujet à controverse. Vous savez qu'on a eu des événements, des attentats en France. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, rassurez-vous, de tuer des personnes comme ça. Simplement, quand vous analysez bien les choses chez ces gens-là, regardez ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Comment ils se sont fait embarquer. Hein, c'est des enfants, moi j'ai envie de dire c'est de la chair à canon, je suis désolée de vous le dire. Hein. Et ces enfants-là, souvent de fois, s'ils sont en dérive sociale, ben, qu'est-ce qu'ils font les autres là-bas? Ben, ça les arrange, allez hop, on récupère. C'est vrai que leurs actes sont répréhensibles, je suis d'accord, mais avant tout, oui. Justement. Oui. Je me suis interrogé hier sur ces questions. Tiens, c'est pas un hasard. Oui, allez-y.
je me suis dit, si j'étais né en Syrie, en Arabie Saoudite, ou je sais où, au Qatar, dans un contexte bien musulman intégriste, et que j'aurais été entraîné par c'est facile de se faire embarquer. Sur un sabbat, tout à fait. Je serais peut-être un terroriste de Daesh. Tout à fait. C'est par le mental, hein. C'est par le mental, c'est comme un gourou hein, qui vient vous prendre. Ah mais je suis d'accord avec vous. Il ne faut jamais dire Fontaine. Tout à fait d'accord. Quand je veux percevoir quelqu'un d'autre, voilà. Je suis normalement, ça ne sera jamais objectif. Tout à fait. Parce qu'il faudrait que je puisse. Il y a un lavage de cerveau. Transcender ma propre personnalité, mon propre éducation, ma propre histoire, pour pouvoir être dans l'autre personne telle qu'elle est en Tout à fait, il faut comprendre, c'est bien ça. Dans ma perception, par le prisme de ma personnalité. Oui. C'est ce que c'est, d'où les projections dont vous avez parlé. Voilà, c'est ça. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien demandé hein, à la base. Il y a notamment celui qui était recherché là, à la télé, qu'ils ont trouvé, qui a dit qu'il voulait venir en France. Alors, tout bonnement, lui, pas gêné, sort que c'est son frère qui l'a embrigadé, simplement. Oui, c'est facile. Et moi, ce que j'ai entendu, j'ai eu le frère devant moi. Ah ben, il se gêne pas. Il me dit, j'ai entendu tout de suite, hein, dès qu'il a dit ça. Ah ben non, il se gêne pas, hein, parce que lui, dis donc, sa ceinture, il l'a lâchée. Ce que j'ai entendu. Et avant tout, c'est pas moi qui l'ai entraîné, c'est lui qui m'a entraîné. Voilà ce que j'ai entendu, tout le contraire. Donc, des fois, je ne prends pas pour Dieu quand je dis ça, mais simplement, c'est tellement facile de croire qu'un défunt ne va pas vous ressortir la vérité, méfiez-vous. Parce qu'ils entendent tout et voient tout de l'autre côté. Et sachez que ce que vous ne dites pas ressort à un moment. Toute vérité se sait, même par un défunt. Je tiens à vous le dire parce que ça m'est arrivé quand même 2 fois de suite, ce truc-là. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un dit du mal de son frère, elle a sa version à elle, et que le défunt, moi je peux l'avoir en visuel, peut-être que lui va dire autre chose. On croit qu'il va rien dire, mais non, il ne fera rien. Bah tiens, ça faut se méfier. Hein. Et donc justement, là, le jeune homme est apparu, donc son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, peu importe, et il a dit, bah, là il y a erreur, hein, parce que des journalistes, ils vont dire ça à la télé, mais moi je me suis fait embarquer. Voilà ce que j'ai entendu. Si vous réfléchissez bien au truc, il a participé à pas mal de choses, celui qui dit ça. Celui qui a dit, c'est mon frère et pas moi. Et puis quand il a fallu faire comme tout le monde se faire exploser, la ceinture est restée, puis lui il s'est barré. Après, c'est pas un jugement. Hein? Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. C'est pour ça que... Après, c'est moi qui dis ça. Maintenant, voilà. Mais il faut savoir aussi que si on a eu de tels actes, c'est parce que, je ne parle pas de vous ici, et ce sera la parenthèse, je vais la refermer, c'est surtout parce qu'on a des valeurs à comprendre qu'on a oubliées. Et c'est simplement quand on est dans les épreuves qu'on se soutient, malheureusement. C'est seulement quand il y a des épreuves. Donc, c'est malheureux qu'on en arrive à de tels extrêmes. Mais remarquez, moi, j'ai fait un truc quand je suis allée sur Paris depuis. Je suis allée sur Paris avant qu'il y ait des attentats, j'avais senti. Et je suis revenue sur Paris après. Ben, je peux dire que les Parisiens sont beaucoup plus soudés. Hein? Mais voilà, il n'y a que dans les épreuves qu'il y a un soutien. Alors, pour en revenir à notre sujet, vous avez donc un professeur allemand qui a poussé les gens, j'ai envie de dire, un peu vers le vice, pour voir leur réaction. Et donc, il a fait une expérience, il s'appelle psychologue M. Goldwitzer, Mario Goldwitzer. Il est psychologue à l'université de Koblenz-Landau, en Allemagne. Et donc, lui, il a poussé les gens à voler un vêtement dans un magasin ou travailler au noir. Donc, il leur a montré des personnes en situation. Et plutôt que de critiquer les gens qui ont été mis en situation, ces gens-là, au contraire, ça les a fait réfléchir. Ils se sont sentis en empathie avec ces gens-là. Ils ont dit, bah oui, ça va jusqu'à la transgression des interdits. Ils se sont dit, bah oui, nous aussi, on serait capable de le faire dans un moment... Ils ont compris. Et donc, vous voyez que quand, dans le négatif, on en revient toujours qu'il y a du positif. Et les gens ne sont pas du tout allés à condamner ceux qui avaient fait quelque chose, ils ont compris. Et donc, je trouve que ce genre d'expérience, c'est plutôt pas mal. C'est la démarche de comprendre. Voilà, c'est ça, c'est pousser les gens à comprendre. Voilà. Vous voyez, si vous mettez la tentation là, qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez, hein? La tentation. Comment? L'argent de nous. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va voir plein de billets par terre, qui va les ramasser et il part. Ou alors, il y a quelqu'un qui va dire, bah, ça appartient certainement à quelqu'un, je vais le donner. Chacun voit en fonction de sa conscience. Hein? Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont compris.
Et donc, ils n'étaient même pas préparés psychologiquement à ça. Ils se sont dit, bah non, ça nous montre nos limites. Et il faut savoir que quand vous essayez de comprendre quelqu'un et les actes de quelqu'un, on en arrive vers une case qui est très importante, qui s'appelle le pardon. Moi, je fais un thème là-dessus aussi. Pardonner, ça ne veut pas dire, ça y est, je te pardonne. Bah non. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, comprendre en quoi ce que m'a fait la personne fait redondance chez moi. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma vie à un moment donné que ça fait redondance. Et moi, un autre exemple que je vais donner pour moi, quand on me traitait de grosse patate. J'ai eu ça, hein, j'étais petite. J'ai eu ça et j'ai eu ça adulte. Et ça me faisait mal. Mais je dis, oui, mais c'est à travailler sur ton apparence. Tu t'en fous de ce que disent les autres. Puisqu'avant tout, c'est du cœur, c'est pas l'apparence. Et vous voyez, ça fait miroir chez moi. Ça m'a fait mal. Mais moi, j'ai rebondi. C'est à prendre. Et si les gens disent ça, c'est quelque part, les gens sont dans l'envie. Est-ce que ces personnes-là, moi j'ai eu des personnes qui passaient derrière une affiche, comme on dit parfois, peut-être que leur souffrance c'était de voir que moi j'étais plus ronde et qu'ils étaient trop minces. Oui. Mais j'ai compris, et ça se fait pas en 2 minutes. Hein. C'est pareil, c'est une démarche qui date, voilà. Donc le pardon, c'est aussi important pour nous aider à comprendre l'autre. Alors parfois le pardon est impossible. Vous n'y arrivez pas. Et bien ça, vous mettez tout ça dans les mains de l'univers. Simplement, il faut savoir que quand le pardon est bloqué, l'autre côté dans votre évolution, à un moment donné, avec par exemple, si c'est un défunt qui vous a fait énormément de mal sur Terre, quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez retrouver bloqués tous les deux à un moment donné dans votre évolution, parce que là, ils vont vous demander de l'autre côté de vous pardonner. Ils vont vous faire le travail de l'autre côté. Et c'est pour ça que je dis, quand il s'agit notamment de parents, parce que ça c'est redondant, hein, ça revient souvent, dire je t'aime, quelles que soient les difficultés que vous ayez eues, dire quoi qu'il se passe. On ne s'est pas compris. Ça a été très douloureux. Je t'aime et je te pardonne. Quand vous êtes prêt. Des fois, vous n'y arrivez pas. Ça, je ne vous donne pas. Chacun fait selon comme il peut. Mais ça vous libère. Même si il ne vous entend pas ou qu'il va grincer des dents, rassurez-vous, il vous a entendu. Ou si vous n'y arrivez pas, vous écrivez une lettre, comme si cette personne était devant vous, que vous ne postez jamais, que vous brûlez, mais il a l'avantage, c'est que vous avez déchargé tout votre bidule, là, et au moins libéré. Et quand vous êtes libéré, vous libérez l'autre en même temps. Ou alors vous prenez la photo de l'autre et vous lui parlez comme si vous étiez devant vous, tout haut. Le fait de sortir tout son pactage, ça aide. C'est pour ça que je parle de parler d'âme à âme. Oui? Oui, j'ai entendu un témoignage vraiment émouvant à France Culture. En fait, c'était une femme qui est allée dans les camps nazis. Oui. Sa sœur est décédée là-bas. Et quand après la guerre, là-bas, elle allait dans des églises et puis elle faisait des conférences sur le pardon, en fait. Et à un moment, il y a un monsieur qui était à l'arrière de la salle. Il a vu vers elle sourire et dit « Ah, je me sens pardonné ». En fait, il a reconnu que c'était l'officier SS qui s'occupait, qui était à l'entrée des bouches, voilà. Et en fait, qui parlait sur le pardon, elle n'arrivait pas à le pardonner pendant un moment. Puis à un moment, il dit tant pis, elle a tendu la main. Ça, c'est beau, hein. Et à ce moment-là, elle a senti tout son corps devenir vivant. Elle a dit en fait, pardonner, c'est pas oublier. Mais voilà, c'est exactement ça ce que je veux dire. À l'intérieur de moi, j'en ai raison. Pardonner, c'est pas oublier. C'est simplement se libérer de quelque chose. Regardez quand Jean-Paul II, il a été, son agresseur lui a tiré dessus. Il a été lui pardonner, il a bien dit. Et vous ferez votre pénitence, votre peine. Hein? Il a pardonné, mais il n'a pas oublié. Vous ferez votre peine. Il y a des choses à comprendre. Ça, c'est un geste d'amour. Après, je vous dis, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait quand vous êtes prêt. C'est pareil. J'entends souvent, et je vais terminer là-dessus, des exemples de quand il y a des héritages. C'est parfois une catastrophe. Vous laissez de faire la paix, mais là, en face, ils ne veulent pas vous entendre. Ben, vous leur dites, écoutez, hein? Moi, c'est simple. Moi, je veux la paix. Maintenant, si vous ne voulez pas, débrouillez-vous. Laissez-les se grincer les dents entre eux, là, se déchirer. C'est leur problème. Vous avez fait votre part du boulot. S'ils ne veulent pas, ça ne vous appartient pas. Tant pis pour eux. Vous avez fait votre part du travail. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Allez pas vous faire du mal. Quand on essaye que ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de forcer les barrières. Hein. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous êtes venus en paix. Vous ne voulez pas venir en paix? Mais écoutez, hein, faites-le. Et puis vous verrez, quand ils vous verront réagir comme ça, ils ne comprendront pas. Vous savez, même quand des fois quelqu'un est agressif avec vous, si vous répondez par l'agressivité, ça va être pire. Si vous répondez avec un sourire,
L'autre, il est complètement décontenancé, il ne sait plus quoi dire. Ou alors vous dites rien, et puis. Ou alors on vient vous dire, tu sais, moi je pense ça, tu devrais faire ça. Écoute, tu penses ça? J'ai entendu, mais ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas concerné. Ça coupe tout. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses? Est-ce que ça vous a plu d'abord? Oui? Est-ce que vous avez quelque chose à demander? N'hésitez pas, hein? Oui? Les défunts, eux, ne mentent jamais. Non. Jamais. Non. Alors, s'il y a un mensonge, c'est que ça peut venir d'une entité qui n'est pas le défunt. Ils sont supposés être dans la lumière de l'autre côté. Donc, si à un moment donné ils mentent, c'est parce qu'ils vont se faire taper dessus. Hein. Ils n'ont pas compris. Hein. Ou alors ils peuvent vous dire, j'ai menti sur Terre et là je te dis la vérité. Ça, par contre, dans l'autre sens, oui. Moi, je ne sais pas si toi tu en as un peu à mentir, mais moi, j'en ai pas vu mentir des défunts. Je dirais, qu'est-ce qu'on met sous le terme, et puis sous le terme défunt. Parce que si on part du principe qu'il y a différents niveaux, entre le haut, le bas astral, la lumière, tout le monde n'est pas dans la lumière. Astral, alors quand je dis défunt, moi c'est ceux qui sont élevés. Hein. Je ne parle pas du bas astral. Voilà, c'est pour ça que... Voilà. Le bas astral, c'est former des entités qui sur Terre ont fait des choses négatives, et aussi celles qui, attention, qui n'ont pas spécialement été négatives sur Terre, mais qui sont tellement têtues qu'ils n'ont pas voulu monter, rester en bas. Ils sont à leur niveau d'évolution. C'est leur niveau d'évolution. Parce que si vous avez affaire à une petite âme farceuse, qui se fait passer pour votre papa, elle est capable de mentir. Je parle de ceux-là. D'accord. Autrement, ceux qui sont élevés, non, on ne mentiront pas. Il faut savoir que sur Terre, on évolue, et qu'au bout d'un moment, on ne descend plus quand on a fait le tour. Vous saviez ça? Oui. On ne redescend plus. Au bout d'un moment, là. Oui, une question au sujet du pardon. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une démarche plutôt intelligente, mais en même temps, il arrive, je parle pour mon expérience personnelle, que la personne en question n'accepte même pas le pardon, parce que ça voudrait dire déjà qu'elle accepte que vous soyez... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un blocage, mais pas forcément provenant de notre part, je vais parler comme vous. Simplement, la personne en question ne veut pas accepter. Pas tant pis. Oui, mais en même temps, ça bloque. Si tu dis que ça bloque pour l'avenir, ça va le bloquer lui, mais pas toi. C'est son problème. C'est son problème. Ça va pas te bloquer toi. Tu as fait ta part du boulot. C'est lui que ça va bloquer. En fait. Tant pis pour lui. Ah ouais, parce que ça t'appartient pas. Tu as dit. C'est drôlement délicat. Hein. Ouais. Tant pis, il ne peut pas entendre. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as fait ton mea culpa, j'ai envie de dire. Hein, vous êtes pardonné. Et se pardonner à soi-même aussi. De n'être qu'un humain. Hein? Vous dites des fois, oh là là, j'ai été fait. Bah, tant pis, vous êtes humain avant tout. Hein? Vous voulez dire quelque chose, madame, au fond? En fait, moi, j'ai été jugé par beaucoup de gens, et en fait, ce qui revient le plus souvent, c'est que je dérange, j'emmerde le monde, et je me dis, qu'est-ce que moi j'ai à en tirer de ça? Vous dérangez, vous emmerdez le monde parce que vous êtes vrai et franche. Ça, j'aime. Voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? C'est de rester vous-même et de dire non. Alors, on veut aussi vous apprendre la tolérance, de ne pas vous en occuper et de vous protéger. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein? Ne vous laissez plus atteindre. On veut que vous vous affirmiez en tant que vous-même. Vous ne vous laissez plus atteindre par ça. Vous leur dites, ils le disent. Comme moi, j'ai eu à un moment donné, hein, quand on parlait de moi, ça me touchait, j'étais comme vous. Hein. Ben écoutez, causez donc, hein. Faut que ça glisse. C'est ça qu'on va obtenir. Faut pas s'il y a quelque chose à se remettre en cause, c'est ce côté-là. Vous protégez. Ils le disent, ils vous envient parce que vous le vivez bien tel que vous êtes. Soyez vous-même. Vous n'allez pas être autre chose pour les autres. Soyez vous-même. Parce que vous savez, moi je dis, on fait autant de mal à dire les choses qu'à pas les dire. Mais il vaut mieux les dire. Mais il y a une façon de les dire. Si vous êtes au but de décoffrage, voilà. Par contre, si vous le dites avec beaucoup de détachement et de recul, je peux vous dire que là, c'est pas les mêmes paroles. Hein. Moi, maintenant, quand je veux couper court, je dis, écoutez, c'est ce que vous pensez, j'ai entendu, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas la même chose. Donc, ça vous appartient. C'est tout. Et je peux vous dire, ça coupe court. Hein. Ça ne rentre plus dans les petits, les têtes que, les... Non, coupe court. Il faut vous protéger. Et vous savez, ces gens-là, c'est gratuit, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur peau. Hein.
Je sais que ça envoie beaucoup de négatifs et de blessures. On vous demande de passer au-dessus. Ce ne sera pas en 2 temps, 3 mouvements, mais ça se fera. Je sais que vous allez y arriver. Et pour ça, donc je vais venir au bonhomme allumette, parce que tout à l'heure, je le dis, de Jacques Martel. Comment est-il l'a inventé ça? Vous le connaissez? Ça, c'est magique. C'est magique. Alors moi, je les ai refaits avec les chakras. C'est une médium. J'imagine de les faire comme ça. Voilà. Alors, je ne suis pas dessinée, je ne suis pas une artiste en matière de dessin. S'il y en a qui sont artistes, voilà. C'est déjà de se dessiner soi-même, en mettant son prénom et son nom. De s'endourer dans 2 bulles de lumière. En mettant la partie yin, la partie yang. On a tous une partie sombre, une partie lumineuse. Et là, vous dessinez tous les chakras en respectant les couleurs. Mais je pourrais vous les envoyer par mail, vous les donner. Je les laisserai dans l'association, le papier là. Comme ça, il pourra les retransmettre, je te le laisserai cela. Voilà. Sauf que lui, il ne met pas les couleurs. Et ça, c'est plus fort. Et donc, là, il y a une phrase à dire, tout haut, devant une bougie blanche, en demandant, j'ai dit, par contre, on n'a pas le droit de le faire pour les autres. On coupe les liens négatifs, conscients et inconscients avec les autres, ou avec soi-même, mais pas pour les autres. Sinon, ça vous tombe sur la tête. Voilà. Et là, je dis, moi, ce que j'ai fait pour moi, Isabelle Fougerin, je demande par le biais de l'archange Michael de son épée, de couper tous les liens négatifs, conscients et inconscients, qui me lient depuis les anciennes vies, dans cette vie-là et dans les vies à venir, entre moi, Isabelle Fougerin, partie yin, et moi, Isabelle Fougerin, partie yang. Ensuite, je prends une paire de ciseaux, je coupe entre les deux, je mets les bonhommes l'un sur l'autre, comme ça, je plie et je viens brûler. Et si je ne suis pas libérée une fois, je recommence. Alors, vous allez peut-être chanter, vous allez peut-être rire, vous allez peut-être pleurer, mais ça va vous libérer. Après, on peut aussi bien se libérer avec des gens en vie que des gens défunts. Imaginez, vous avez le grand-père qui s'est suicidé, le papa qui l'a fait, le fils en dessous qui hésite à le faire. Qu'est-ce qu'on me conseille là, de quoi faire, c'est de couper les liens négatifs. Ça veut dire que ça redescend. Ce sont des chaînes que vous avez là. Donc là, quand vous le coupez avec les autres, rebelote. Donc on se met son prénom et son nom, la date de la personne en face. Moi, c'était ma fille, je n'avais pas vue depuis 4 ans. Je les entoure, on s'entoure chacun d'une bulle de lumière, on dessine les chakras et vous avez le rond jaune qui relie de nouveau ensemble. Voilà. Et là, j'ai dit, moi, Isabelle Fougerin, je demande par le biais de l'archange Michael et de son épée que tous les liens négatifs, conscients et inconscients, qui me lient depuis les anciennes vies, dans cette vie-là et dans les vies à venir, entre moi, Isabelle Fougerin, et ma fille Emeline Girardot, soit définitivement rompu. Et donc là, pareil, j'ai coupé entre les deux, j'ai mis l'un sur l'autre, et 2 jours après, ma fille me téléphonait en me disant « Maman, je reviens te voir. » Pas besoin de parler. C'est venu tout seul. Après, ça peut mettre plus de temps. Qu'est-ce que c'est les archétypes? Qu'est-ce que vous appelez les archétypes? De toute façon, déjà, c'est par les paroles. Des habitudes familiales ancestrales. Oui, qui peuvent, oui, même de d'autres vies, des choses que vous avez vécues ailleurs, qui peuvent vous plomber dans cette vie-là. C'est pour ça qu'on se dit, c'est important, les vies karmiques, de s'en débarrasser. Ça peut aider, oui. Après, il y a ce qu'on appelle, ce que je vais faire comme formation, c'est la psychogénéalogie. Parce que ça, j'y tiens. J'ai tellement de gens en face de moi qui arrivent avec des pactages, comme tout le monde. J'ai dit, si Jacques Martel ne suffit pas, on va passer à ce stade supérieur. Et moi-même, je me suis fait travailler dessus, sur des liens. Mon fils, il m'a dit une fois, écoute, maman, je t'adore, mais tu m'étouffes. Et là, je dis, c'est pas possible, il y a un truc avec lui. Donc, j'ai coupé les liens karmiques. Il me dit, et j'entends, bon, Zenobie, vous êtes mariée femme, tu m'étonnes que j'étouffe. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un bioénergéticien qui m'a coupé tous les liens qui traînent avec Valentin depuis. Et maintenant, ça va. Et c'est lui qui court après sa mère. C'est rigolo, voilà. Donc, vous voyez, comme quoi ça marche. Si une fois ça marche pas, vous le refaites 2 ou 3 fois. Que vous aimiez la personne, que vous ne l'ayez pas dans votre cœur, ça vous libère. Parce que sachez que quand vous le faites à vous, ça libère l'autre en même temps. Et quand la personne y croit en fait, vous le faites faire aussi. Après, il n'y a pas que ça. J'entends souvent, là, ma maison, je n'arrive pas à la vendre. Combien de fois? Déjà, vous dessinez vous mettez l'adresse de la maison là au milieu là. Et pour tout problème dans la vie courante, j'ai envie de dire. Et là, vous dites, moi j'ai dit pour ma maison qui est à Saint-Jean, je demande moi Isabelle Fougerin, je demande par le biais de l'archange Michael de son épée, de couper tous les liens négatifs, conscients et inconscients, qui me lient depuis les anciennes vies, dans cette vie-là et dans les vies à venir, entre moi Isabelle Fougerin et ma maison située à l'adresse. Et là, je dis,
Je demande au contraire que toutes les conditions soient réunies pour qu'elle trouve les acquéreurs qu'elle mérite. Donc déjà, j'ai libéré la maison. Pour moi, le lieu, c'est qu'un lieu matériel. Voilà. Un autre exemple, une 406. Mon mari s'est rentré dedans, pas d'adresse. La personne était partie. Et là, nous, la type expert, nous sort madame, votre voiture, moi, j'ai pas envie de la réparer. Parce qu'elle désespérée, commençait à... J'ai dit, attends, t'inquiète pas, je sais ce que je vais faire. Je meuble la partie avec mon crayon, je mets la 406 dans le carré, perdu pour perdu, de toute façon, hein, voilà. Et donc là, je dis la phrase de couper tous les liens négatifs qui me lient à cette voiture, depuis les anciennes vies, dans cette vie-là et dans les vies à venir, par le biais de l'archange Michael, et je demande qu'au contraire, la voiture soit réparée. 2 heures après, non, c'était magique, hein. L'expert téléphone, bon, finalement, je vous la répare. Alors là, mon mari était sur le derrière, sinon, pas dire pire. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, c'est simple. Sa fille qui parlait pas, pareil, sa fille. Elle était jalouse depuis des années, cette jeune fille, parce qu'elle avec mes 4 enfants, là, puis elle finit unique, il faut la comprendre aussi, hein. J'ai dit, écoute Pascal, puisqu'il y a un blocage avec Gaëlle, tu te destines, tu la mets en face et tu coupes les liens karmiques qui te lient à elle. Il me dit, oh là là, ça ne marchera pas. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, elle arrive, et là, il faut que je vous parle. Eh bien, elle a dévidé tout ce qu'elle avait à dire. Je peux vous dire que c'était magique. Parce que la gamine, on l'a libérée en même temps. Et elle a exprimé son cœur, ce qu'elle avait sur... Et ça va mieux. Je ne dis pas que c'est des grands, hein, mais toutes les deux, déjà, ça va mieux. Il y a beaucoup plus de communication. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Les gens qui disent on ne peut pas se parler, bah si, essayez donc ça, vous verrez, il faudrait pas vous parler après. François, tu marques bien une phrase. Mais de toute façon, je vais lui laisser, hein, tout ça. Ça marche. Hein, donc, après, c'est sûr que si vous partez en disant si ça marche, comme il dit François, là, on est mal barré. Non, l'enregistrement. Ah, l'enregistrement, ah, d'accord. Oui, parce que si vous... Non, parce que des fois, on peut se dire, je ne crois pas. Comme disait Pascal, il a eu de la chance, ça a marché. Hein. La conviction. À partir du moment, voilà. Il y a une autre petite technique aussi que je fais faire quand vous sentez que dans votre vie, il y a beaucoup de négatif. C'est de prendre une bougie noire, vous gravez votre nom de famille dessus, votre prénom et votre nom, avec la date de naissance. Vous la faites brûler. Voilà. Parce que le noir va nettoyer le négatif. Ah ben regardez sur Amazon, il y en a. Amazon, vous pouvez trouver des brèves ésotériques. Et donc là, vous demandez à être dégagé de tout ce qui traîne là, dans vos corps, dans vos différents corps, d'être dégagé. C'est pas de la magie, là, c'est demander là où il vous entend, travailler sur vous. Et ça vous libère, ça nettoie la maison en même temps. C'est des trucs tout simples, mais qui dégagent. Ça ne fait pas de mal, vous nettoyez vous en même temps. Et si vous voyez plein de coulées de la bougie, ça veut dire que le nettoyage se fait. Simplement. Moi, ça m'a été enseigné par un ami magnétiseur. Donc, tout ce qu'on me donne qui est bon, je vous le retransmets. C'est normal. Après, si vous voulez revenir dans la lumière, vous mettez une bougie blanche que vous roulez dans le sel et vous la mettez derrière. Et la lumière revient aussi. C'est tout bête. Hein. L'une après l'autre. Vous laissez, j'ai envie de dire, fondre la première et vous mettez la deuxième derrière. Là, des petits trucs, là. C'est pour ça qu'on va me dire que je suis sorcière après. Pas plus de balai. Pardon, sur la bougie noire, il faut marquer. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous donnez votre nom de naissance. Celui que vous voulez, ça peut être le nom de femme mariée. Hein. Vous le gravez avec un crayon, vous savez, vous écrivez dessus le nom. Mais pour le papier, pour le descendre. Oui, vous mettez celui que vous voulez. Ça peut être le nom de femme mariée, le nom de. Si vous ne le portez plus, le nom de femme mariée, ben vous mettez votre nom de jeune fille. Hein. Et c'est des petites astuces qui marchent bien. Même quand vous vous sentez chargé, parce que des fois on se dit, oh là là, j'étais là-bas, mais alors j'ai l'impression que j'ai ramassé des trucs. Le soir, si vous avez une baignoire, c'est du gros sel au fond de la baignoire, on y reste un quart d'heure, 20 minutes, ça purifie. Ou alors vous prenez du gros sel dans le savon et vous en mettez partout sur vous. Et hop, vous demandez que toute l'eau qui est dans la bombe vous purifie tout simplement. Mais je le dis parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est des petits trucs mais qui marchent. Oui ? C'est symbolique ou c'est vraiment quelque chose d'efficace? Ah, c'est quelque chose d'efficace. Parce que vous y mettez l'intention dedans. Quand vous le dites, c'est vraiment, vous le faites en conscience. C'est toujours pareil. Hein. C'est fait en conscience. Hein? La puissance du symbolisme. Voilà. Le symbolisme qui... Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est le fait d'y mettre l'intention. Des fois, on dit, bah, tiens, chouette alors. Tout à fait. Si je vous le dis, c'est que Bibi le fait derrière dans des séances comme ça. Pas les défunts, sinon ils restent collés. Hein. Ils aiment bien venir avec nous au voyage. S'il vous plaît, hein. Voilà. J'en ai fini. Est-ce que ça vous a plu?
Merci. Par rapport à justement, souvent, j'ai l'impression qu'elle se fait juger, qu'elle a des problèmes et qu'on va dire qu'il arrive tout le temps auxquelles personne n'a fait ci, qu'elle attire des choses négatives, finalement des jugements négatifs, et puis aussi qu'elle a tendance à juger. Et moi, d'un autre côté, je fais tout le possible justement pour ne pas juger les gens, pour essayer de les comprendre, avoir la compréhension, ce genre de choses. Il y a toujours cette relation de jugement, j'ai l'impression qu'elle le juge souvent. Et couper les liens karmiques avec ça, là, ça va marcher. Oui. Parce que c'est elle qui... Elle s'attire aussi les foudres, votre maman. Hein. Elle s'attire le négatif toute seule, elle tourne dans sa bulle, là, en rond. Ouais. Voilà, elle se sent un peu persécutée, votre mère, on dit. Victime. Victime. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut sortir du rôle de victime, être acteur de sa vie. Voilà. Mais est-ce qu'à ce niveau de jugement... Vous pouvez couper les liens. Pardon. Oui, pardon. C'est pas une question de couper les liens, mais c'est elle qui a le jugement, souvent, ou c'est moi, justement, qui fait que je perçois que moi, j'ai besoin de travailler à ce niveau-là. Elle peut, les deux. C'est aussi bien pour vous, pour elle. D'accord. Si on la juge, c'est qu'elle doit comprendre qu'elle aussi le fait. Ça lui renvoie les parties qu'elle a à travailler. Ouais, ça. Mais aussi, moi aussi. Voilà, en même temps, ça fait ricocher. Vous savez, je suis passée par là. Hein. Donc, je sais de ce que vous... Au départ, on n'est pas content. Hein. Je peux vous dire, waouh, l'ego. Donc, il y a encore... On a tous à travailler. En moi, il y a encore une grosse part de... Je pense que je ne juge pas, j'essaie d'être objective et tout, et d'avoir de la compassion et de compréhension avec les gens. Mais n'empêche qu'il y a quelque part... Je le fais quand même. Mais vous savez, déjà quand on dit je pense, c'est un premier pas vers. Je pense et je vois. Donc prendre conscience, c'est un premier pas vers, je veux dire, la guérison. Façon de parler. Hein? C'est un premier pas, c'est que vous en prenez conscience. Après, c'est normal, c'est dur pour tout le monde. On n'a pas assez d'une vie pour en apprendre. Je suis loin de tout savoir, heureusement pour moi. Quand j'entends des gens qui disent je suis parfait, tant mieux pour vous. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'embête là si vous êtes parfait? Quand on dit je suis parfait, oui. on se juge déjà. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est vous après qui le choisissez. Oui. Oui. Est-ce qu'on garde soi dans une cellule? On peut le garder, comme on peut faire marche arrière aussi, si on n'a pas compris. On peut faire marche arrière aussi. C'est-à-dire que ces acquis sont restés planqués quelque part et qu'une fois on vous remet une épreuve pour bien vous faire comprendre que vous ayez compris ça. Il y en a qui reviennent à l'envers, hein. Vous savez, Ce ne sont pas des régulations, pas une régulation pour le temps. Non, non, non. C'est une marche en arrière. Voilà, c'est une marche en arrière pour reprendre conscience de ce qui est bloqué chez nous, qu'on avait travaillé, qu'on n'a pas encore compris. Donc sur Terre, on va vous le remettre pour vous le travailler. C'est quand vous lisez un problème, vous n'avez pas compris, vous revenez un peu à... Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Par exemple, ces enfants qui sont hyper doués. Ah, les enfants cristal. Déjà des artistes. Alors, certains, c'est leur première incarnation. D'autres, oui, ils sont venus pour réveiller les consciences. Mais je vous dis oui. Ouais. Vous en avez un, je suis sûre, chez vous. Pardon. Vous avez un garçon? Oui. Il n'est pas comme ça par hasard? Non. Il a quel âge votre fils? Il va avoir 24 ans. Alors, c'est peut-être un enfant indigo. Il y a quelque chose chez votre fils. Et votre fille? Il y a un enfant cristal chez vous, on me le dit là. Oui, alors ma fille, elle va avoir 20 ans. Alors ça dépend quelles années c'est. Elle est née en quelle période? Elle est née en 87. Alors oui, là oui. Là oui. Les années 95. Ça commence en 95, pardon. L'enfant cristal, ça veut dire? Ça veut dire que c'est des vieilles âmes qui sont venues pour ouvrir vers la spiritualité. Qui amènent un petit peu la paix, qui sont dans le calme, qui nous réapprend les valeurs de ce monde, les valeurs que sont le pardon, la tolérance, aimer les gens, ne pas se prendre la tête.
La différence avec les enfants indigos, c'était des révolutionnaires, les enfants indigos. Ils sont venus tout casser dans la société, là, tout enlever les institutions, tout ce qu'on a. C'est les années 80-82, hein, par là. Voilà, 83, hein, jusqu'en 95. Voilà. 95, ça part sur les enfants cristal. Et c'est vrai, hein, parce que j'en ai une, ma dernière, waouh, quand il y a quelque chose à dire. Je peux vous dire qu'à eux, vous ne pouvez pas leur mentir. Hein. Déjà, aux enfants indigos, vous ne pouviez pas. Alors, les enfants cristal, ils savent se dire des bêtises ou pas. Hein. Il y en a de plus en plus. Est-ce qu'ils ont conscience de devoir savoir Ah si, hein. Alors, pas toujours, mais on les aide. Par contre, alors là où je vous invite à lire un bouquin qui est super bien fait, c'est Dorine Virtue, Les enfants cristal. Parce que vous entendez parler beaucoup d'autisme. Et bien, c'est des enfants cristal la plupart du temps. C'est parce qu'on dit que ces enfants, ils ne parlent pas, certains. Ah ben ça y est, c'est de l'autisme. Ah non, c'est pas de l'autisme. Ces enfants, ils parleront quand ils auront envie. Il faut le temps qu'ils s'adaptent. Parce qu'ils communiquent par la pensée avec vous, ces enfants-là. Donc plutôt que d'essayer d'aller plus loin, certaines fois, ah ben allez hop, autisme. Bah oui, c'est facile. Hein. Ça va vite. Hein. C'est comme quand vous dites que vous avez des dons, vous vous retrouvez enfermé. J'ai un oncle qui a passé toute sa vie en hôpital psychiatrique parce qu'il était médium. Hein. Hein, donc, je vais vous dire, voilà, on y va là. En seulement comme ça dépasse, certains médecins ne sont pas tous comme ça, attention. Hein. Et bien, hop, c'est l'autisme. Allez hop, on met tout là-dedans. Ce qui fait que les pauvres personnes qui veulent s'exprimer, à un moment donné, ben, ils ne peuvent pas. Donc, les enfants cristal, même s'ils ne parlent pas, au départ, rassurez-vous, ils vont le faire à un moment donné. Ils savent autant être intellectuels que manuels. Moi, je vois ma fille, là, elle se trouve de plus en plus vers la voilà, c'est ça. Et puis elle cherche. Voilà. C'est des enfants qui vont vous dire on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas où on en est. Ils se cherchent. Vous savez, pour eux, c'est pas facile de s'adapter à la Terre. Hein. C'est dur hein, pour les jeunes là, qui arrivent là. Par contre, par rapport à mon fils, alors lui, il a aussi quelque chose. Oui, c'est plus dans le soin. Le soin? Oui. Les mains. Ah oui? C'est-à-dire magnétiseur. Voilà, c'est ça. Mais il n'est pas du tout. Mais parce qu'il n'est pas prêt. Laissez faire. Il faut laisser mûrir aussi. Je suis surprise. Parce qu'il travaille. Mais vous savez, des fois, ils ne sont pas conscients là, maintenant. Ils peuvent voir des choses petites, être mis en veille et reprendre plus tard. C'est normal, il faut qu'ils fassent l'orbite terrestre aussi. Sinon, la tête perchée dans les étoiles, on n'évolue pas. Hein. C'est vrai qu'il avait un grand-père qui soignait. Hein? Ça, c'était à 12 ans. Oui. Et il était magnétiseur et il soignait les. Et voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là-dedans avec votre fils. J'ai entendu dire. Voilà. Je suis étonnée.